Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Manuel Cervera-Marsal, qui est sociologue et spécialiste des mouvements sociaux. Dans son livre « Résister, petite histoire des luttes contemporaines », il dresse un panorama des luttes sociales depuis 2010, l'évolution de leurs enjeux, leurs perceptions et leurs modes d'action. Il y a crise à partir du moment où la bourgeoisie n'exerce plus sa domination par le consentement, mais par la coercition. Et je crois que c'est vraiment ce à quoi on assiste aujourd'hui. Ces contestations ont connu de fortes mutations, un essoufflement des modes d'action traditionnels et une multiplication des actions extralégales comme les sabotages, les occupations ou les zones à défendre. Des tactiques qui sont complémentaires plutôt que contradictoires. Il écrit « Nous assistons à un tournant autoritaire de l'état de droit, à un tournant identitaire de l'idéologie républicaine et à un tournant insurrectionnel des mobilisations sociales. Ces mutations sont le résultat des contraintes sécuritaires imposées par l'État qui fixent le degré de violence de la conflictualité sociale et qui créent en retour une radicalisation de la contestation dans un contexte où le pouvoir politique n'a jamais eu une confiance aussi faible. » Et donc oui, la désobéissance civile est non violente, mais la non-violence autorise, par exemple aujourd'hui, à saboter des armes de guerre, des armes de destruction du vivant. Avec Manuel Cervera-Marsal, on parle de sociologie, de lutte et d'expérimentation. Manuel Cervera-Marsal, bonjour. Bonjour. Tu es sociologue spécialiste des mouvements sociaux et on est ensemble aujourd'hui pour parler notamment du petit livre qui est paru récemment qui s'appelle « Résister, petite histoire des luttes contemporaines ». Comment est-ce que tu es devenu sociologue et quelle est ta conception du rôle de sociologue? Parce que c'est quelque chose que tu abordes dans le livre et je trouve ça assez intéressant. Oui, comment je suis devenu sociologue Pourquoi, oui. Pour essayer de comprendre tout simplement ce qui se passait autour de nous. En fait, je me souviens... vers 18-20 ans, j'ai eu une espèce de crise un peu existentielle politique et un des trucs qui me frappait, c'est un chiffre tout bête et il n'a pas évolué depuis, c'est qu'on est sur une planète où il y a 7-8 milliards d'humains à peu près. On produit de quoi nourrir 13 milliards d'humains tous les jours, et pourtant en fait il y en a 1 ou 2 milliards qui souffrent de sous-alimentation. Et en fait, cette absurdité-là, c'est quelque chose qui m'a troublé assez profondément quand j'en ai pris conscience. Et je crois que c'est ce genre de choses en fait que j'avais un besoin un peu viscéral de comprendre. Et alors je me suis tourné du coup, au début vers les sciences sociales en général. Après j'ai resserré, je suis allé vers la sociologie pour essayer de creuser l'étude du fonctionnement de nos sociétés et du coup aussi ça répond un peu tout de suite à la deuxième question que tu poses sur quel est un peu le rôle du sociologue tel que je le conçois. Très clairement c'est un rôle assez engagé en fait. Je me retrouve pas en tout cas dans ce qui est on va dire l'idéologie professionnelle plutôt dominante dans ce milieu-là, à savoir celle de la neutralité axiologique comme dirait Max Weber. Les journalistes ont la même chose avec l'idée d'objectivité. Moi, j'y crois pas beaucoup. Je crois qu'à l'origine de la recherche, en fait, il y a souvent un peu un étonnement, presque parfois un cri en fait, une rage, des émotions, c'est ça. Après, bien sûr, quand tu mènes ta recherche, il faut le faire selon le respect des règles, de la rigueur, de la méthode. Il faut soumettre tes résultats à tes collègues. Il y a tout un tas de procédures en fait, et c'est précisément ces procédures et ces règles qui garantissent le fait que le savoir qu'on produit, il est scientifique et à ce titre-là, il est peut-être pas forcément supérieur, mais en tout cas il est différent des autres savoirs ordinaires qui peuvent circuler. Mais voilà, j'ai vraiment une vision assez de la recherche, d'une recherche qui est assez étroitement liée aux enjeux sociaux et politiques. Et qui a pour but d'écrire pour comprendre. Oui. D'écrire, c'est vrai que en fait, ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste un petit peu dans le livre. Bon, il y a de vastes discussions en fait entre les sociologues pour savoir si leur but c'est de décrire, d'expliquer ou de critiquer la société. Et c'est vrai que c'est des démarches en fait, c'est des postures qu'on adopte qui ont des implications assez différentes en fait. Notamment, par exemple, si on commence à travailler en se disant bon, moi, mon rôle c'est de critiquer, c'est
de dévoiler la réalité qui passe inaperçue aux yeux de la plupart des acteurs sociaux, et ben bon, d'emblée il y a le risque de se placer un peu en surplomb en fait par rapport aux personnes qu'on étudie. Eux sont dans le sens commun, dans les présupposés, voire même dans la méconnaissance, et moi j'incarne le savoir, et donc on reconduit comme ça une position finalement un petit peu platonicienne. Alors c'est plus le philosophe roi, c'est plutôt le sociologue roi, mais ce type de posture, bon, qui peuvent avoir leur vertu, hein, parce que évidemment là implicitement, sans le citer, mais en le citant tout de suite, je fais référence à des approches du type Pierre Bourdieu par exemple. Elles ont des effets émancipateurs. Combien de personnes ont témoigné du fait qu'en lisant les livres de Bourdieu sur la reproduction, sur la domination scolaire, ça avait produit chez elles un choc, une révélation qui leur a permis in fine de s'arracher en fait à leur détermination sociologique. Voilà, c'est ça, cette sociologie critique, elle peut produire des choses, mais moi je suis plus partisan, voilà, d'une sociologie qui, plutôt que de venir dire aux acteurs ce qu'il en est de leur vérité, va se mettre à leur écoute et va se mettre à leur niveau pour essayer de les accompagner avec la spécificité des outils du sociologue, mais plutôt voilà, à l'écoute avec les acteurs qu'une étude sur les acteurs. Alors, dans ce petit livre Résister, tu fais un panorama de l'évolution des luttes sociales depuis 2010, qui permet de saisir comment les enjeux sociaux et leurs perceptions ont évolué et comment aussi les modes d'action se sont transformés. Donc le livre traite de la décennie 2010-2020, mais on voit, enfin, il s'arrête avec le Covid en fait, mais on voit que les enjeux ne se sont pas arrêtés, puisque après les confinements, il y a eu une reprise assez massive de la contestation autour des enjeux sociaux et climatiques notamment, comme on a pu le voir récemment. Quelles sont les grandes caractéristiques de l'évolution des modes d'action dans cette décennie? Et est-ce que on peut dire que l'engagement politique ou la contestation, elle diminue, elle augmente, ou simplement elle se transforme? Alors les grandes tendances, moi, que j'observe effectivement sur la dernière décennie, c'est d'abord en fait on pourrait dire, même si le terme pose tout un tas de questions, une forme de radicalisation en fait des luttes, radicalisation à la fin dans les moyens et dans les fins. Et je vais commencer par les fins parce que bon, j'en parle pas beaucoup dans le livre, mais de plus en plus en fait, voilà, il y a une critique qui va à la racine des choses. C'est vraiment au sens étymologique du terme. On se contente plus simplement, voilà, de pointer la nécessité de faire des petits gestes, mais on s'intéresse aux structures de la consommation, de la production. On se contente plus non plus de prendre les problèmes un à un de façon un peu saucissonnée. Alors voilà, d'un côté, je sais pas, il y aurait la question des violences de genre, puis d'un autre côté, il y aurait les discriminations et le racisme, et puis alors encore ailleurs, il y aurait l'écologie. Tout ça étant un peu chacun dans son couloir. Non, il y a des passerelles qui se dressent en fait entre les luttes les unes les autres, et ça aussi, c'est une forme de finalement de vision de plus en plus globale, de plus en plus radicale des problèmes. Et puis aussi, parlons de, il y avait dans les années 2000, il y avait le mouvement altermondialiste qui a produit tout un tas d'analyses critiques du néolibéralisme. Et de plus en plus, aujourd'hui, j'observe un glissement. Je vois que on ne pointe plus seulement les méfaits du néolibéralisme, à savoir une forme de capitalisme parmi d'autres, parce que quand on dit le problème, c'est le néolibéralisme. Du coup, il y a comme un peu présupposé que finalement, il faudrait en revenir au bon capitalisme, celui des 30 glorieuses, le soi-disant compromis fordiste. Enfin, Ford était tout sauf quelqu'un qui faisait des compromis. C'était un fasciste qui employait des délinquants de droit commun pour briser les syndicats dans ses usines. Enfin, voilà. Mais donc, et en fait, aujourd'hui, le mot capitalisme, le mot même en fait de capitalisme, je le vois ressurgir et gagner. Alors tout ça, c'est progressif, mais voilà, reprendre de l'ampleur. Donc il y a ça. Ça, c'est au niveau, on va dire, des fins poursuivies en fait. Mais la radicalisation, elle se voit aussi au niveau des modes d'action. Ce qui s'est passé au cours de la dernière décennie, notamment, c'est une désaffection vis-à-vis des modes de contestation traditionnels et légaux que sont notamment la manifestation, les pétitions, la grève et puis surtout le vote aussi. Le vote, le fait de voter pour un parti d'opposition, c'est une façon d'exprimer son mécontentement. Bon, tout ça, ce qu'on vient de dire, la grève, manifestation, pétition, vote, c'est légal en fait en France. On voit, on pourrait, je vais pas le faire là, mais on pourrait donner tout un tas de chiffres sur la longue durée que voilà, il y a une certaine
une certaine désaffection vis-à-vis de ces modes d'action. On pourrait, si on s'en tient là, dire bon bah en fait c'est qu'il y a une baisse de la conflictualité sociale, un recul des résistances. En fait, c'est pas le cas. Il faut regarder l'autre moitié du tableau, et l'autre moitié du tableau, c'est quoi? C'est la démultiplication des manifestations interdites, des lanceurs d'alerte, que ce soit sur des questions de santé, d'évasion fiscale, de surveillance des populations par les gouvernements, etc. Des multiplications aussi des actions de désobéissance civile, et des occupations. C'est ça le point vraiment important, je crois, aujourd'hui, c'est la forme occupation qui en plus se déploie dans différents secteurs de la population, c'est-à-dire les occupations, c'est aussi bien Nuit debout, Place de la République, que les zones à défendre, que aussi les occupations de ronds-points. Et on voit bien que là, on est dans des espaces géographiques et aussi dans des espaces sociaux, sociologiques, professionnels et géographiques qui sont assez différents. Et cette forme occupation, je crois qu'elle a pris vraiment de l'importance ces dernières années. C'est pour ça que je parle d'une extra-légalisation des moyens de contestation, puisque tout ce que je viens de citer là, c'est des actions qui ne sont pas légales. Et ces différentes tactiques, tu dis qu'elles sont pensées comme plutôt complémentaires que comme contradictoires. C'est-à-dire que, par exemple, les gens qui vont saboter quelque chose peuvent aussi voter. Oui, vraiment. En fait, ça, c'est parce que faudrait pas croire que, voilà, d'un côté, il y a, entre guillemets, les citoyens modèles qui font ce qu'on leur a appris de faire en cours d'éducation civique, aller voter, et de l'autre, en fait, les radicaux qui refusent de voter. Enfin, ça existe, bien sûr, il y a des... Mais en fait, quand on fait un peu des études de trajectoire sur les profils des uns et des autres, on voit que plus, on va le dire comme ça, plus vous participez à des modes d'action extra-légaux, plus vous êtes prédisposé en fait à participer aussi sous des formes plus conventionnelles à la vie politique. Et ça marche aussi d'ailleurs dans l'autre sens en fait. Le fait d'avoir voté pendant longtemps, d'avoir fait des manifestations, vous prédispose aussi à un jour peut-être passer à des modes d'action, plus de l'action directe. Voilà. Et t'expliques dans le livre que cette mutation des formes d'action collective, cette radicalisation, c'est en fait un double processus de radicalisation de l'État d'une part et de la contestation dans une spirale où finalement chacun accuse l'autre d'avoir commencé le premier. Et tu dis, nous assistons à un tournant autoritaire de l'État de droit, à un tournant identitaire de l'idéologie républicaine et à un tournant insurrectionnel des mobilisations sociales. Oui, je pense que c'est important de là, du coup, on parle depuis tout à l'heure de l'évolution des formes de contestation, mais en fait, il faut contextualiser. On n'y comprend rien si on n'élargit pas un peu le panorama pour voir que cette radicalisation des formes de lutte, elle s'inscrit dans un contexte qui est marqué par une autre forme de radicalisation, à savoir, alors, celle de l'État avec le tournant sécuritaire, qui est attesté. Enfin, je veux dire, on a plein là aussi, on pourrait citer, je sais pas, 14 lois antiterroristes en 15 ans qui visent en fait à s'en prendre soi-disant aux terroristes, mais surtout en fait aux musulmans réels ou supposés, et puis aux syndicalistes et aux écologistes, etc. On pourrait donner les chiffres des commandes de balles de flashball chaque année par l'État, vous verrez comme ça exploser de façon exponentielle, la militarisation de la police, le nombre de procès, de comparutions immédiates avec les gilets jaunes, les manifestations interdites. Enfin voilà, là j'ai tout un tas de collègues qui ont travaillé sur le tournant autoritaire du maintien de l'ordre, au niveau de la législation, au niveau de la police, au niveau de la justice. Tout ça fait quand même à un moment un peu système. Et donc, ça fait quoi? Ça fait qu'en fait, du coup, des gens qui... c'est pas forcément les manifestants, en fait, les contestataires qui se radicalisent, parce que des actions qui, il y a encore une décennie, étaient considérées comme parfaitement légales et même avec valeur constitutionnelle, comme le fait de manifester, depuis 2015-2016 à peu près, les interdictions de manifestation, c'est quelque chose qui s'est normalisé en fait, et du coup vous avez rien changé à votre façon de vous exprimer, vous manifestez, mais du jour au lendemain vous êtes placé hors de la loi en fait. Et c'est pareil pour les grèves, par exemple. Pendant très longtemps en France, vous pouviez de manière spontanée vous déclarer en grève. Depuis 2009, je crois, c'est avec François Fillon, il faut absolument un préavis de 24 heures, sinon votre grève
Elle est déclarée illégale. Donc il y a une forme de criminalisation de la contestation. Et j'ajouterais juste que du coup, cette radicalisation de la contestation qui est à mettre en miroir avec la radicalisation de l'État, il faut aussi inclure un troisième facteur, c'est la radicalisation du capital en fait. Et son pour le coup la contre-révolution néolibérale, le fait de pressuriser de plus en plus les travailleuses et les travailleurs pour dégager davantage de profits parce que c'est la loi du capital. Et donc il y a ça aussi en fait qui rentre en jeu. C'est aussi le signe que c'est un système capitaliste qui est un peu à bout de souffle et qui a plus d'autres moyens de se maintenir que par la violence. Oui, effectivement, c'est ça pour le coup. Alors je suis en train de lire un livre de Jean-Claude Zancarini et Romain Décembre qui s'appelle L'œuvre vie d'Antonio Gramsci qui vient de passer aux éditions de la Découverte. Donc il y a toute la réflexion de Gramsci sur justement les crises en fait du système capitaliste et c'est exactement ce que vous dites. C'est pour Gramsci, il y a crise à partir du moment où la bourgeoisie n'exerce plus sa domination par le consentement, mais par la coercition. Et je crois que c'est vraiment ce à quoi on assiste aujourd'hui, à mesure qu'Emmanuel Macron, puisque c'est pas pour personnaliser et fixer sur lui, mais puisque aujourd'hui c'est lui qui est chargé de gérer les affaires de la bourgeoisie, à mesure que finalement le consentement qu'il pouvait y avoir autour de lui s'effrite, et jusqu'à ses plus proches collaborateurs, en fait, jusqu'à des gens qui avaient rédigé son programme économique en 2017, ces gens s'éloignent de lui en fait, y compris aussi des grands patrons qui ont de plus en plus de doutes sur la façon dont ils mènent les choses. À mesure que le consentement s'effrite, eh bien on voit la façon dont il est obligé de se barricader, de s'entourer de dizaines, de centaines de CRS pour le moindre déplacement et de tout parier en fait sur les forces de l'ordre, puisque finalement c'est elle le dernier rempart. Et qu'est-ce qu'on peut répondre aux personnes nombreuses qui disent que pour exprimer son mécontentement, il faut d'abord aller voter et que c'est dans les urnes que doit s'exprimer le choix politique? Alors, je sais ce qu'on peut répondre. Mais oui, on peut. Non, mais on peut répondre beaucoup de choses et toutes les postures sont compréhensibles. Moi, à titre personnel plutôt que de sociologue, j'ai un rapport assez. Je pense qu'il faut pas sacraliser le fait de voter ou de ne pas voter. En fait, finalement, parfois, on en fait un débat absolument central où il y aurait d'un côté ceux qui sont prisonniers d'une illusion, qui vont voter en croyant que ça change quelque chose, et de l'autre côté ceux qui voient clair. Je pense qu'il faut un peu désacraliser l'acte du vote. Après, très clairement, il me semble que décider qui doit décider, c'est déjà plus décidé en fait. La façon dont ça, c'est le livre de Bernard Manin, un historien et philosophe vraiment sur la fondation de nos régimes politiques, nos régimes électoraux au 19e siècle. Il explique bien ces régimes. Quand on a choisi en fait de faire des régimes dans lesquels on allait désigner nos gouvernants à travers la procédure de l'élection, on s'est très consciemment dit on veut des régimes aristocratiques. L'élection, c'est un régime aristocratique. Ça veut dire qu'une minorité de personnes qu'on considère comme les meilleurs, comme les plus compétents, vont gouverner. C'est pas la démocratie en fait. Les régimes électoraux, ils ont été pensés pour confier le pouvoir à une minorité de professionnels de la politique et donc pour déposséder le peuple de son pouvoir. Donc ça, je crois quand même que c'est important de le rappeler, parce que ensuite, et c'est plus tardivement dans un deuxième temps en fait que en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France, on s'est mis à appeler démocratie des régimes qui avaient été conçus comme antidémocratiques, et aujourd'hui on a oublié un petit peu toute cette histoire, et du coup on dit la démocratie c'est le vote. Mais en fait, le vote au départ, et c'est ce que nous dit Aristote, c'est ce que nous dit Montesquieu, c'est ce que tous les philosophes politiques nous ont dit pendant 2 millénaires, le vote c'est l'aristocratie, c'est pas la démocratie. Donc ce petit rappel me semble utile aussi pour prendre un peu de recul par rapport au suffrage. Et puis aussi on peut dire que la démocratie, elle s'exprime aussi dans la rue. Même si là, on a pu voir récemment avec la réforme des retraites que c'est quand même assez choquant, étonnant
que des dizaines de jours avec des millions de personnes dans la rue n'arrivent pas à infléchir ne serait-ce que d'un iota, et que, au contraire, on soit toujours dans cette spirale du mépris, en fait, de la distance. Non, mais c'est là effectivement que y a quelque chose de préoccupant, où on voit vraiment une césure entre la rue et les urnes. En fait, pendant longtemps, nos gouvernants, qui étaient qui accédaient au pouvoir par la voie des urnes, considéraient qu'ils avaient quand même un devoir d'écouter la rue. Réforme des retraites de 1995, Alain Juppé, il explique que si 1 million de personnes descendent dans la rue, il dit mon gouvernement ne tiendra pas. Du coup, d'ailleurs, ça t'a un peu tiré une balle dans le pied, ça a lancé le Juppéton, les gens étaient là, allez, on va jusqu'au million, et de fait, après, ils reculent. Donc, il y avait une forme de dialectique entre la rue et les urnes. Aujourd'hui, ce lien, il est rompu, et donc, plutôt que d'avoir un espèce de dialogue, quelque chose qui circule entre les deux, on est dans un face-à-face de plus en plus polarisé entre ceux qui se prétendent légitimes parce que les urnes, mais en fait, quelles urnes aussi, enfin, quel niveau d'abstention, enfin, au premier tour, Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est 14% des inscrits en France, donc un président qui représente peut-être une personne sur 6 ou 7 dans le pays. Quelle légitimité des urnes, enfin voilà, c'est la question que ça pose. Pour parler du sujet de la violence, parce que là on voit qu'on est quand même dans une escalade de la violence un peu des deux côtés, parce qu'on ne sait plus quoi faire. Tu dis que c'est quand même l'État qui fixe le degré de violence de la conflictualité sociale, et que les militantes ne choisissent pas forcément spontanément d'agir de façon violente. Peut-être qu'on peut déjà définir ce qu'on appelle violence. Oui, aussi. oui, du coup. Est-ce que la notion de violence a évolué Bon, il y a plein de débats sur la violence, mais pour donner une définition, qu'on sache de quoi on parle là, moi là, en tout cas, j'estime que la violence, c'est une atteinte à l'intégrité physique des personnes, en fait. Voilà, s'en prendre à des biens matériels. Bon, je pense que c'est de la destruction, mais c'est difficile d'appeler ça de la violence. Après, ce qui est intéressant, c'est que les sociologues, justement, notamment un sociologue norvégien, Johan Galtung, a conçu la notion de violence structurelle pour expliquer en fait que certaines politiques, par exemple des politiques néolibérales de précarisation du travail, qui créent de la pauvreté, en fait certaines politiques structurelles peuvent créer en fait plus de morts, parce qu'au final c'est 4000 morts 3000 ou 4000 morts par accident du travail chaque année en France, peuvent créer plus de morts que tout simplement un fusil. Et donc c'est important de prendre cette notion aussi de violence structurelle en considération. Après, il y avait un deuxième élément dans la question là que tu posais, c'est qui détermine le niveau de violence. Il y a un slogan qu'on entend parfois en manifestation ou qu'on voit sur les banderoles, c'est nous n'avons pas inventé la violence, nous l'avons rencontrée. Et ça, pour le coup, il y a un autre historien qui s'appelle Charles Tilly, c'est un historien états-unien qui a travaillé sur les mouvements sociaux en France de 1600 à nos jours. Et il montre comment systématiquement, en effet, le niveau de violence dans les affrontements, c'est l'État qui en décide. On va donner un exemple très concret et très contemporain. Aujourd'hui, quand il y a une manifestation, le fait de savoir si effectivement il y aura de la casse, il y aura des affrontements avec la police, c'est la stratégie du maintien de l'ordre qui est décidée par la préfecture ou par le ministère de l'Intérieur, qui détermine s'il y aura de la violence ou pas. Si vous faites des nasses, si vous gazez les gens, si vous mettez des policiers comme ça, les bravem qui sont là, effectivement, ça va créer de la tension, ça va créer du remous, et ça va favoriser l'action des Black Blocs, et puis se créer une forme de un soutien, ou en tout cas une compréhension, y compris chez ceux qui manifestent pacifiquement, mais vis-à-vis des Black Blocs, parce que ça fait pas plaisir de se prendre du gaz quand on n'a rien fait. Si à l'inverse vous faites ce que font la plupart de nos voisins européens, et ce qu'a fait la France aussi pendant un certain nombre d'années, une stratégie de la désescalade, où en fait vous retirez, d'ailleurs au début du mouvement là contre les retraites, c'était plutôt ça auquel on était revenu. Vous retirez les forces de l'ordre, vous les mettez un peu plus en arrière, elles sont pas trop visibles, et puis surtout elle frappe pas comme ça impunément. De fait, oui, il y aura pas de trouble en fait. Enfin, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment important à rappeler. Ouais. Et d'ailleurs là, pendant la réforme des retraites, on a pu voir que les casseurs entre guillemets, le cortège de tête un peu plus destructeur, c'était vraiment sur la fin sur les dernières manifestations, quoi. Au début, il
il y avait pas. Mais c'était sur la fin Aussi parce qu'il y avait pas de réponse et ce silence du pouvoir et ce mépris, je pense que ça peut exciter aussi le... Ouais, je pense, moi j'ai l'impression qu'il y a c'est arrivé plutôt sur la fin pour deux raisons, j'ai l'impression. C'est que, alors, déjà à partir du 16 mars, je sais plus quelle journée de manifestation c'était, mais je me souviens que c'était le 16 mars, il y a Darmanin, en fait, qui convoque l'ensemble des préfets et qui dit, OK, depuis début janvier, là, depuis du 19 janvier au 16 mars, justement, on l'a joué cool, des escalades, on s'écarte, on laisse manifester tranquillement. Et il a changé le braquet, il a dit maintenant, on y va, on crée une stratégie de la provocation, en fait. Donc il y a eu ça déjà, voilà, et de fait ça a fonctionné. Et le deuxième élément, c'est l'activation du 49.3 qui quand même, a, j'ai l'impression, suscité un surcroît en fait d'indignation, notamment dans la jeunesse étudiante et lycéenne qui jusque-là s'était pas tellement mobilisée et qui, face à ce passage en force, est allé dans la rue. Et ça aussi, j'ai l'impression que ça a donné un peu... Donc, en parallèle de ces formes légales et traditionnelles de contestation, on observe une multiplication de formes différentes. Justement, sur la forme blocage-occupation, en quoi ces nouvelles formes sont accompagnées aussi d'une transformation des sujets sur lesquels on se mobilise? Alors, en fait, déjà, c'est vrai que c'est à la fois nouveau et à la fois pas tout à fait, parce que rien n'est jamais nouveau. C'est ça, rien n'est jamais nouveau. Et puis les historiens, je suis sociologue, mais c'est un peu mon travail avec les historiens, sont là pour rappeler, en fait, justement, l'histoire de tout ça. Et il faut le faire parce que l'occupation, en fait, je sais pas, on va célébrer, je crois, les 50 ans de LIP, en fait, de l'occupation de l'usine LIP qui fabriquait des montres en 1973. L'occupation, et puis les usines occupées pendant le Front populaire, c'est la première chose que font les ouvriers. L'occupation, les ouvriers, ils connaissent l'occupation de leurs usines. Les étudiants aussi, ils connaissent. Mais 68, quartier latin, c'est l'occupation de la Sorbonne. Donc, l'occupation, c'est quelque chose qui est dans le répertoire contestataire depuis assez longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est que les lieux, justement, qu'on occupe, se sont déplacés au cours de la dernière décennie et on occupe de moins en moins les usines et les facultés. Les usines, notamment parce qu'en fait, la plupart, elles ont fermé, elles ont été délocalisées. Et les facultés, parce qu'aujourd'hui, les présidents d'université n'hésitent plus à appeler le préfet pour qu'il envoie la police déloger les étudiants qui occupent leur université, alors que pendant longtemps c'était un peu comme les églises, les universités, il y avait l'idée que c'était un lieu un peu sacré et on faisait pas rentrer la police là-dedans. Ça c'est fini. Donc du coup les occupations, elles se sont déplacées. Désormais ça se passe sur une place publique, sur un bocage, sur un rond-point, et c'est aussi je crois ce déplacement des lieux occupés, c'est symptomatique des mutations du capitalisme, en fait, et des mutations du travail. Voilà, on a plus de mal à se retrouver, justement, dans nos lieux de travail et aussi nos lieux d'études, puisque, on individualise, en fait, les contrats de travail et les conditions de travail. On se croise de moins en moins, que ce soit, à l'usine, à l'atelier, au bureau, voilà. Pareil pour les études, avec des parcours aussi de plus en plus individualisés, de moins en moins d'esprit de promotion. Et donc, en fait, finalement, les seuls endroits sur lesquels on peut se retrouver, c'est des endroits qui, comme le rond-point, comme la place publique, voilà. Mais il y avait il y avait un autre élément dans ce que tu disais. Tu disais qu'en quoi ça accompagne Oui, qu'il y avait que ça accompagne aussi une évolution des sujets qu'on défend, c'est-à-dire aussi, notamment dans le cas des ZAD, une défense vraiment des territoires. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a un rapport c'est vrai que dans l'occupation, en fait, il y a l'idée d'un rapport au territoire qui est autre. Le territoire, je pense, pour celles et ceux qui se mettent à occuper, et appréhendé et vécu et puis est pensé aussi comme, je pense, un espace à habiter. Beaucoup plus que du capital qu'il faudrait exploiter, rentabiliser. C'est super, ici on pourrait installer un centre commercial, ou qu'une circonscription électorale qu'il faudrait remporter puis ensuite gérer, administrer. Regardez tous ces électeurs. Et donc oui, il y a cette idée de se reconnecter, en fait, à quelque chose qui me semble assez importante. Et il y a l'idée aussi dans les occupations on n'est pas seulement dans la lutte, dans la contestation
ou dans l'opposition au pouvoir en place, on est déjà dans l'expérimentation d'une forme de vie, justement, on peut lui donner plein de noms, mais on peut dire écologique, qui est celle qu'on veut voir advenir en fait. Donc c'est pas l'émancipation, le fait de se reconnecter aux autres, aux vivants, c'est pas quelque chose qu'on projette dans le futur et qui adviendra au lendemain du grand soir, de la révolution ou de je ne sais quoi. C'est quelque chose qui est ici et maintenant et qui se vit dès maintenant. Et en ce sens, il y a une certaine humeur un peu libertaire, anarchiste, je trouve, dans la forme occupation. C'est pas souvent théorisé comme tel. Les théoriciens, les idées de l'anarchisme sont pas énormément mentionnées quand on discute, mais je crois qu'il y a quelque chose d'un peu anarchiste là-dedans. Oui, parce que c'est aussi mettre en commun beaucoup de choses, avoir une forme de démocratie aussi à petite échelle, et c'est une préfiguration de ce qu'on pourrait vouloir voir advenir. Mais là encore, les occupations, elles sont aussi réprimées. Qu'est-ce qu'on fait? Ma grande question, c'est que faire? Oui, c'est ça. C'est quand, en fait, les occupations... alors je vais un peu schématiser, voire presque caricaturer les choses, mais peut-être qu'un des... on vient de souligner, je pense, les vertus en fait de la forme occupation, qui est notamment de préfigurer un mode de vie démocratique, écologique, etc. Mais l'une des limites peut-être de cette forme-là, c'est de sous-estimer la question du pouvoir en fait, la question vraiment du pouvoir au sens fort, quoi, le pouvoir, parce qu'il y a la question du pouvoir démocratique qui se joue sur une ZAD, mais la question du pouvoir étatique, du pouvoir du capital, du pouvoir de la police, le pouvoir coercition, le pouvoir domination. Est une question qui est peut-être pas totalement traitée en fait, et à ne pas vouloir s'emparer du pouvoir, ou en tout cas de la question du pouvoir, c'est le pouvoir en fait qui vient se rappeler à vous en vous réprimant. En tout cas, en général, c'est la stratégie du pouvoir vis-à-vis de ces lieux-là, elle est un peu ambivalente aussi, parce que par moments, quand c'est des petites initiatives qui passent un peu inaperçues, qui menacent pas trop d'intérêt économique, matériel, on peut laisser vivre ces choses-là tant qu'elles passent un peu sous les radars. Mais dès qu'elles prennent un peu d'ampleur, dès qu'elles menacent des intérêts d'une multinationale comme Vinci, dès qu'elles acquièrent une portée symbolique un peu dans le pays, alors là, quand même, ça devient un vrai caillou dans la chaussure. Dès qu'elles sont politiques, en fait. C'est ça, dès qu'elles prennent une dimension politique. C'est un peu écolieu versus ZAD, quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est un petit peu ça. Et tu as travaillé sur la notion de désobéissance civile dans un autre livre, Désobéir en démocratie. Comment on justifie l'usage de la désobéissance civile aujourd'hui? On peut le justifier. Aujourd'hui et puis peut-être en comparaison. On peut le justifier de plusieurs manières. Henry David Thoreau, qui était ce philosophe américain, états-unien au début du 19e siècle, qui est l'inventeur de l'expression même de désobéissance civile, lui, c'est un type qui a refusé de payer pendant 7 ans les impôts à son État, l'État du Massachusetts, parce que c'était un État esclavagiste. Et il voulait pas que son argent serve à des politiques esclavagistes. Et quand il explique en fait pourquoi il a désobéi, puisqu'ensuite il fait une conférence en place publique auprès de ses concitoyens pour justifier son geste, pour pas être traité comme un paria, il dit en fait, il y a des moments dans la vie où il y a un conflit entre ce que me dit la loi et ce que me dit ma conscience. Et quand il y a conflit, je dois faire prévaloir ce que me dit la loi. En fait, il explique qu'il y a des lois tout simplement, et c'est la plus grande banalité de le dire, mais il y a des lois qui sont injustes. Et quand il y a des lois qui sont injustes, on doit faire prévaloir la justice sur la légalité. Ça, c'était la grande idée de Henry David Thoreau. Mais alors, le problème, c'est que c'est une façon un peu individuelle, un peu subjective de justifier la désobéissance civile, et on voit bien les problèmes que ça peut poser, parce que si chacun de nous ici est libre de désobéir à une loi, ou en tout cas est autorisé à désobéir à une loi à partir du moment où il la juge injuste, qui dit que demain on va pas voir, je sais pas, un Bernard Arnault nous dire moi je juge que la fiscalité est confiscatoire en France, c'est de la spoliation, c'est tout à fait injuste, donc je place mon argent au Luxembourg ou en Belgique. Qui dit qu'on va pas voir des maires hostiles au mariage pour tous dire non mais moi je considère que c'est contre nature, et donc au nom de ma conscience, je refuse de marier des couples du même sexe. Voilà, on voit bien comment en fait cet argument de la conscience, au départ il est séduisant, mais en fait il est
il est risqué, il est compliqué parce que des réactionnaires ou des bourgeois, comme vous voulez, peuvent s'en emparer assez facilement. Donc il y a une autre façon de justifier la désobéissance civile qu'on trouve plutôt chez Hannah Arendt en fait et qui là me parle bien, qui est de dire en fait les lois qu'on a aujourd'hui et qui protègent, pour le dire très vite, les intérêts du capital et puis de ces vieux mâles blancs qui sont à l'Assemblée, etc. Ces lois-là, elles ont été faites par une minorité. De fait, enfin, je veux dire, l'Assemblée nationale est tout sauf représentative de la population française, quel que soit le critère qu'on prend. Elles ont été faites par une minorité et pour une minorité. Et donc, en fait, c'est pas des lois démocratiques, en fait. C'est des lois, à nouveau, aristocratiques, oligarchiques. On est dans un régime oligarchique. Et donc, nous, en fait, précisément parce que, on est porteur d'une idée de démocratie, on s'autorise à désobéir. Mais dans ce cas-là, l'action de désobéissance civile, c'est pas au nom d'un individu qui considère que sa conscience est souveraine et doit prévaloir sur la loi. On désobéit collectivement et pas individuellement, et surtout on le fait au nom de la démocratie et pas au nom d'une espèce de conscience éthique. Et je trouve que cette façon-là de justifier la désobéissance civile me paraît peut-être un peu plus robuste. Donc là, dans cette définition, ça veut dire qu'on est susceptible de désobéir à n'importe quelle loi, finalement. Pas n'importe quelle loi, parce qu'il faut établir que la loi à laquelle on désobéit, ou l'ensemble de lois, parce que ça peut être un système juridique dans son ensemble, enfin je veux dire le système Jim Crow, la ségrégation aux États-Unis, enfin quand un pays a été colonisé, un système de loi coloniale ou même néocoloniale, enfin là on peut désobéir. Il faut établir que la loi ou les lois auxquelles on désobéit sont non démocratiques en fait. Mais en fait je dirais même d'ailleurs, c'est pas aux désobéissants civils en fait de justifier leurs actions, c'est plutôt aux gens qui sont au pouvoir et qui exercent une domination sur le reste de la population. C'est à eux en fait qu'incombe la charge de la preuve. Enfin ça c'est Noam Chomsky qui répète souvent ça. Il dit mais c'est pas à nous de justifier le fait qu'on conteste par tel ou tel moyen. C'est aux gens qui exercent la domination. C'est à eux en fait que revient de nous prouver que la domination qu'ils exercent a de bonnes raisons de s'exercer. Et s'ils n'en sont pas capables, libre à nous de désobéir. Est-ce que les mouvements de désobéissance civile sont nécessairement non violents ? Ça, oui, c'est un critère. Alors, le mot civil, l'adjectif civil, en fait, il est compliqué parce que ça veut dire plein de choses. Est-ce que civil, c'est ce qui s'oppose aux militaires, par exemple ? Est-ce que civil, c'est le fait d'être civilisé ? Est-ce que, voilà. En fait, dans désobéissance civile, telle que l'expression a été... alors, l'inventeur, c'est Henry David Thoreau, mais ensuite, c'est une expression qui est réappropriée par Gandhi et par Martin Luther King. Et à partir de ces deux grandes figures-là, civil, ça veut dire non-violent. Très clairement, civil, ça veut dire non-violent. Et non-violent, ça veut dire ne pas porter atteinte, comme on disait tout à l'heure, à l'intégrité physique et morale de nos adversaires. Mais par contre, et ça peut être, Gandhi s'en est pas privé, Gandhi, je veux dire, était hostile à la colonisation, mais aussi au machinisme, à l'industrialisme occidental. Il a brûlé des vêtements produits par l'industrie britannique, ils ont détruit des machines. Et c'était totalement non violent du point de vue de Gandhi. Et donc oui, la désobéissance civile est non violente, mais la non-violence autorise, par exemple aujourd'hui, à saboter des armes de guerre, des armes de destruction du vivant, etc. Justement, depuis quelque temps, on a vu pas mal d'actions de sabotage ou de désarmement, on peut dire, d'infrastructures. Est-ce que là aussi c'est nouveau ou c'est quelque chose qui revient ? Ouais. Le sabotage, pareil, c'est à la fois nouveau et à la fois ça revient parce qu'il y a une longue histoire du sabotage dont les épisodes les plus célèbres sont évidemment ceux des trains, enfin la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà, c'est pour les trains, la déportation. Dans l'histoire du mouvement ouvrier, le sabotage, ça a existé au 19e siècle. Les ludites en fait qui s'en prenaient aux machines à tisser, voilà. D'ailleurs, sabotage, ça vient du sabot. Du sabot, exactement. Merci. Et puis surtout d'ailleurs plutôt, alors là dans les années 60-70, le sabotage ça rentre dans le répertoire écologique en fait, environnemental, où voilà on va essayer de saboter, je sais pas, il y a une centrale nucléaire qui est construite au Pays Basque par exemple, on va ralentir pendant des années et des années la construction de cette centrale en sabotant
les machines qui visent à la construire. Donc ça a existé. En même temps, ça a été un peu oublié, ça a été dans les années 80, 90, 2000, même c'est quelque chose qu'on a un peu délaissé. Aujourd'hui, oui, très clairement, ça revient en force pour... alors d'ailleurs, en étant requalifié comme du désarmement, ce qui est une idée tout à fait intéressante, puisqu'effectivement, ça montre bien qui détruit quoi, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, ça revient en force et en forme avec cette idée que aussi, enfin il y a plusieurs choses derrière, mais je crois qu'il y a une idée importante, c'est l'urgence. Voilà, on peut plus attendre que, je sais pas, telle décision de justice qui reviendra peut-être dans 5 ans une fois que la forêt aura été rasée, ou que tel parlement qui de toute façon travaille à 2 à l'heure. Enfin voilà. Donc en fait, on agit ici et maintenant pour résoudre le problème nous-mêmes. Il y a vraiment derrière le sabotage, il y a l'idée d'action directe. Ça, c'est une idée très très importante. Je crois que le fait d'élire des gens ou de même d'en appeler un juge, c'est des actions indirectes en fait. On espère qu'un juge ou qu'un élu fera quelque chose pour résoudre le problème. Non, le sabotage, c'est je vais le résoudre moi-même avec mes amis, mes alliés, mes complices, le problème. Ça, c'est quelque chose qui est très important et qui permet aussi, et ça c'est un autre point, parce qu'il y a différentes formes de sabotage. On peut le faire collectivement, à visage découvert, en pleine journée, mais on peut le faire aussi la nuit, un peu de voiture, une publicité, les lumineuses dans la rue, machin, voilà, tout ça ça peut être plus confortable. On a aussi beaucoup entendu, alors ça s'applique plus à des actions un peu spectaculaires, les jets de soupe, les blocages de routes ou de périph'. On a entendu beaucoup que ces actions, typiquement celles de Extinction Rébellion, Dernière Innovation, étaient inefficaces, qu'elles créaient des clivages contre-productifs, que ça clivait l'écologie, etc. Qu'est-ce que ces critiques disent en fait? Alors c'est compliqué parce que les critiques, elles viennent à la fois, il y a 2 types de critiques, quoi. Il y a les critiques qui viennent du camp même, du même camp en fait, et qui consistent à dire effectivement attention, on est d'accord avec la revendication, mais le moyen que vous mettez en œuvre est problématique parce que c'est un peu confus, les gens voient pas trop pourquoi vous en prenez un tableau au lieu de vous en prendre un yacht ou un jet privé, mais on partage l'objectif, et donc ça c'est pas le même type de critique que les critiques de droite, machin, sur les plateaux télé. Ça, donc il faut vraiment, je pense, distinguer les deux. Et de fait, effectivement, moi je trouve que c'est le message est un peu compliqué à comprendre, alors que quand on s'en prend à un yacht ou quand on empêche les jets privés qui vont à la COP26 de décoller, là le message il est dans l'action, ou même les bassines. Ou les bassines, voilà, c'est évident, quoi. Donc ça brouille un peu. Après, ce qui est quand même intéressant, je trouve, moi, sur les tableaux là, voilà, c'était le côté mettre la bourgeoisie culturelle qui vote dans des proportions assez importantes pour, par exemple, des partis écolos ou des partis qui se disent écolos, la mettre face à ses propres contradictions. C'était un peu, voilà, ces gens qui vont, qui traversent le monde pour aller voir de superbes expositions, assister à des événements culturels, intellectuels, etc., et qui se pensent en fait être l'avant-garde éclairée de l'écologie, mais qui le sont, qui sûrement au niveau de leurs idées sont très écolos au niveau de leurs convictions, mais qui dans leur pratique sont en fait pas les plus grands pollueurs, parce que les plus grands pollueurs c'est des milliardaires, c'est pas la bourgeoisie culturelle, mais voilà, il y a dans ces actions-là qui viennent d'ailleurs en fait qui sont menées par des enfants en fait de la bourgeoisie culturelle, il y a la volonté de placer leurs propres parents ou leurs aînés face à leurs contradictions. Ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Et une autre critique qu'on entend sur la désobéissance un peu grand public, on va dire, c'est ce que moi je désigne encore Extinction Rébellion et Dernière Innovation par exemple, c'est, et ça je pense que c'est assez vrai, c'est leur volonté de porter un message qui est tellement large et qui veut massifier le mouvement, du coup qui n'assume pas d'orientation politique et vraiment la conflictualité qui est nécessaire pour dire où est-ce qu'on veut aller, parce que on peut alerter autant qu'on veut sur l'urgence, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit quel projet politique on veut défendre. Oui, d'ailleurs, ça rejoint. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Ça, le fait de pointer l'inaction climatique de l'État, alors que l'État agit tous les jours en fait pour subventionner des pollueurs, c'est pas de l'inaction, c'est de l'action criminelle en fait. Enfin voilà, il y a ça. Le fait, mais j'ai l'impression que les choses évoluent un petit peu justement là-dessus. On parle un peu moins aujourd'hui d'inaction. Voilà, le fait aussi
aussi de, oui, on passe aussi d'une écologie de consensus à l'écologie du conflit. En tout cas, c'est l'enjeu aujourd'hui. C'est l'enjeu, c'est vraiment, je pense, d'assumer clairement que voilà, l'écologie, c'est pas ce qui nous rassemble, mais ce qui nous divise, et qu'il y a des gens en fait qui ont parfaitement conscience. Enfin, je veux dire, on sait très bien que les industriels du tabac, de l'agroalimentaire savaient depuis les années 60, voire pire, que ça créait des cancers, ça polluait l'atmosphère, etc., qu'ils ont sciemment en fait caché les rapports. Donc c'est pas l'idée qu'il faut faire prendre conscience. D'ailleurs, c'est un peu tout le problème d'un certain nombre de récits sur l'anthropocène. On va faire prendre conscience, mais en fait, il y a déjà 2 siècles, au début de la civilisation thermo-industrielle, il y avait déjà des gens qui nous alertaient là-dessus. Donc conscience, on en a conscience. C'est juste qu'il y a des intérêts, je crois. Enfin, je tords volontairement le bâton dans l'autre sens. Il y a des intérêts qui ont parfaitement conscience des enjeux, mais qui ne veulent pas que ça change, qui veulent se faire du beurre sur tout ça, et qui se feront de l'argent en vous vendant de l'air pur dans des bonbonnes de gaz, comme ça se fait déjà, d'hydrogène, comme ça se fait déjà aujourd'hui au Japon. Donc voilà, il y a du conflit très clairement, et à un moment, il faut assumer qu'il y a du conflit. C'est mieux que, je crois, de se bercer d'illusions sur le possible fait que on pourra rassembler tout le monde parce qu'on est soi-disant tous dans le même bateau. C'est pas vrai. Enfin, les gens les ultra riches, ils seront touchés 2 ou 3 générations plus tard que le commun des mortels par les ravages écologiques. Donc on n'est pas tous dans le même bateau, quoi. Ou alors il y a vraiment, c'est le Titanic, quoi. Il y a plusieurs classes dans le bateau. C'est ça. Et justement, j'ai l'impression qu'il y a un début quand même assez concret de convergence entre les enjeux sociaux et écologiques, même s'il y a plein de choses à faire et que comme dit Fatima Wassak dans son dernier bouquin, on a tendance encore à simplement féliciter les pauvres d'être pauvres parce que du coup ils émettent pas beaucoup. Moi, j'ai plutôt l'impression que la dynamique est à une forme de rapprochement et de convergence. Enfin, il y a tout un tas d'initiatives qui démontrent ça. Il y a aussi un gros travail. Enfin, voilà, Fatima Wassak et beaucoup d'autres travaillent sur ces questions, parce qu'il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les deux sont liés en fait, et pourquoi l'exploitation des humains et l'exploitation du vivant sont des choses qui en fait sont étroitement intriquées en fait. Donc, on doit lutter ensemble. Ça, il y a beaucoup d'analyse aujourd'hui qui essaye je pense que la façon un peu caricaturale dont on pourrait dire, bah voilà, d'un côté, je sais pas, il y a Bruno Latour et de l'autre, il y a Frédéric Lordon, pour reprendre une controverse qui a eu lieu il y a 2 ans. On est un peu en train de dépasser ce type d'alternative. Je trouve ça plutôt encourageant. Après, il faut pas non plus se voiler la face sur le fait qu'on en est encore loin, qu'aujourd'hui, le premier parti chez les classes populaires, c'est l'abstention, mais le deuxième, c'est désormais le Rassemblement national. Que oui, il faut, voilà, je pense qu'il y a des choses, faut travailler. En gros, moi je pense que comme tout le monde, je suis dans une bulle. J'ai l'impression que les choses évoluent sur les sujets du féminisme, de l'écologie, etc. Bon, quand on sort de sa bulle, on s'aperçoit que c'est un peu raide quand même. Comment, enfin, c'est pas vraiment une question. J'ai l'impression qu'on est coincé par le système médiatique en fait, et que c'est difficile de faire passer des idées. C'est pas avec des petits podcasts qu'on fait évoluer la majorité des gens qu'on peut faire circuler des idées. Là où quand les gens s'informent globalement, c'est tellement caricatural et court que d'un côté il y a les éco-terroristes, de l'autre il y a l'extrême droite. Enfin, c'est pas. Oui, c'est vrai que le système médiatique ne joue pas en notre faveur pour tout un tas de raisons, et notamment par le fait qu'il est largement possédé par des industriels qui souvent font la guerre d'ailleurs, enfin au sens propre militaire comme au sens métaphorique. Je vois pas comment on peut dépasser ça en fait. Mais je pense, en fait, après, moi je dirais qu'il faut peut-être relativiser la question du problème médiatique. En fait, quand je me suis politisé, j'ai beaucoup lu, je sais pas, enfin le livre de Bourdieu sur la télévision, ou le livre de Noam Chomsky sur la fabrique du consentement. Enfin, il y a plein d'analyses critiques sur le rôle des médias. Mais en fait, il y a une sociologie de la réception en fait des messages médiatiques qui montre que en fait, en réalité, souvent aussi, les gens sont pas des idiots culturels des réceptacles passifs de ce qui est émis par la télé. Et c'est pas ce que je voulais dire. Non, je sais. Non, mais je sais que c'est pas ce que tu veux dire du tout. J'imagine. Mais je veux dire que les débats sont tellement
tellement portés sur la droite tout le temps et tellement caricaturaux que c'est difficile d'expliquer que voilà, le cortège de tête, Oui. c'est pas des gens qui sont dépolitisés. Oui, mais par exemple aujourd'hui, excuse-moi, non, Ouais, non mais c'est une belle question. Je suis content qu'on en discute. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une droitisation effectivement de l'offre médiatique, notamment télévisuelle. Mais par contre, il n'y a pas de droitisation de la société française. Là-dessus, vous avez des études, mais vraiment statistiques, sur base de questionnaires extrêmement bien faites par un sociologue politiste de Bordeaux qui s'appelle Vincent Tiberge, qui montre que depuis 30 ans, sur tout un tas de sujets, racisme, sexisme, écologie, etc., la prise de conscience, elle est là, y compris, surtout chez les jeunes générations, 18-35, mais pas que, même chez les plus âgés. Les plus âgés d'aujourd'hui sont moins réacs que les plus âgés d'il y a une trentaine d'années. Et donc, en fait, il y a quand même un effet d'optique un peu trompeur qui est qu'on a une droitisation du paysage audiovisuel et une droitisation du paysage politique, mais pas une droitisation de la société. Et ça, je crois que c'est important de le rappeler parce que ça veut dire qu'il y a des points d'appui et ça nous évite du coup de céder un peu au désespoir, à la résignation. Il y a vraiment des points d'appui sur lesquels on peut capitaliser pour nos luttes et pour nos expériences. Il faut aller voir dans le détail les travaux de Vincent Tiberge qui là-dessus redonnent un peu d'espoir. Ok, j'irai. Et donc ma dernière question un peu rituelle, c'est justement face à ces constats et à un avenir qui s'annonce quand même assez tendu, comment est-ce que tu arrives à cultiver la joie au quotidien? Je dirais deux choses qui sont peut-être un peu, je sais pas si elles sont compatibles, mais bon, je dirais il y a à la fois dans les moments simples avec nos proches, en fait, ces moments où on en revient à soi-même, ses amis, sa famille, ce qu'on veut, ces petits moments en fait qui sont des parenthèses, qui échappent au métro boulot dodo et en fait à l'aliénation aussi, c'est un peu ça. D'ailleurs dans Occupation, juste c'est une petite parenthèse, mais il y a Occupation, on pense souvent ça en termes spatial, on occupe un lieu, mais occuper c'est aussi par rapport au temps en fait, c'est s'occuper et du coup s'occuper ou s'occuper de soi et s'occuper des autres, ce qui sont de très belles choses. C'est autre chose que travailler, que prendre le métro, que produire et que consommer. Voilà. Donc il y a ça, s'occuper de soi et des siens, ce serait la première chose. Et peut-être la deuxième, c'est aussi les luttes, tout simplement. Il y a quelque chose de, je pense que pour celles et ceux qui, en fait, quand on a vécu comme ça un moment un peu c'est des moments de densification aussi, d'intensification de la vie, tout simplement, les moments de lutte et de joie. Ouais, voilà. C'est ces moments-là aussi, ça peut être précieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexia. Merci beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Vous pouvez soutenir Présage en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast et en partageant les épisodes. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. À très vite. Spectre.